Voilà, donc maintenant on va parler de comment les innovations dans le big data peuvent renverser les positions concurrentielles. J'appelle Amir Hossein Malekzadeh, qui est fondateur de Focusmatic, Florent Douetto, qui est fondateur de Dataiku, Ludo Lev, qui est VP Advertising et Data Monetization d'Orange, et l'animateur c'est Franck Farrugia de Remind. Alors je rappelle simplement que le sujet, ce n'est pas le pitch de start-up, c'est véritablement le big data, et est-ce que le big data peut faire qu'un leader, tout d'un coup, parce qu'il aura mal exploité le big data, se fait passer devant par des challengers. Merci beaucoup. Franck, c'est toi. Alors, je vous demande 2 secondes pour m'installer. Alors, bonjour tout le monde. Je suis l'animateur, donc logiquement, moins je parle, mieux se passe l'intervention. Je vais juste me présenter quand même en 2 secondes pour que vous identifiez pourquoi je vous parle aujourd'hui. Donc moi, je suis le fondateur d'une structure qui est une agence média digitale. Donc pourquoi est-ce qu'une agence média digitale parle de big data? En fait, logiquement, c'est dans le digital qu'aujourd'hui, on a le plus d'exemples ou d'illustrations de ce que pourrait être la création de valeur par le big data. Donc quand le BG m'a proposé d'animer cette conférence, c'est avec plaisir que j'ai accepté cette intervention. Alors, le problème qu'on a avec le big data, comme on a avec certains autres buzzwords, comme on peut les appeler, ces petits mots qui sont à la mode et dont tout le monde parle, c'est que malheureusement, ça peut galvauder un peu le sujet. Alors, de temps en temps, je fais une comparaison quand on parle de big data en disant finalement, la big data, c'est un peu comme le premier baiser quand on est adolescent. Tous les garçons disent l'avoir déjà fait, ils trouvent tous que c'est génial, et bien évidemment, ils sont tous experts. La réalité en est tout autre. Et c'est un peu le discours de vérité qu'on va essayer de faire là, qu'on va essayer d'avoir ici pendant une demi-heure. On va essayer de ne pas faire de pitch, en effet. Donc par exemple, il n'y aura pas de slide. C'est un exercice oral sans support, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir ici 3 personnes qui se présenteront très rapidement, qui, elles, au quotidien, pratiquent la big data, avec une valeur qui est commune aux 3, parce qu'on a un petit peu préparé quand même cette intervention, donc je les ai interviewés au téléphone avant de venir. Et les 3, dans les 5 premières minutes de la discussion que j'ai eue avec eux, les 3 sans exception m'ont dit des mots autour de la création de valeur, autour de pragmatisme, autour de nous on veut aider les clients à mieux faire. Et c'était vraiment les 5 premières minutes de discussion que j'ai retrouvées avec ces gens-là. Et après, ils m'ont parlé de choses plus complexes autour de la big data. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de les entendre sur comment est-ce qu'ils aident les entreprises dans leur quotidien pour créer de la valeur, pour générer des gains de productivité, on est bien là pour parler de ça, grâce en effet à des logiques de big data. Et dernière chose, avant de leur passer la parole pour qu'ils se présentent, on aura un système de questions-réponses juste après, je vais juste vous rappeler ce que, selon Wikipédia, ce qu'est la big data, avec un wiki qui est assez bien renseigné d'ailleurs sur le sujet. La big data dans Wikipédia est décrit comme le fait de créer des nouvelles technologies ou d'assembler des technologies ensemble pour être capable de créer l'énorme flot, l'énorme quantité de data qui sont aujourd'hui disponibles par la numérisation et la digitalisation. Donc la big data en soi ne décrit pas une technologie en soi, mais une manière de traiter l'ensemble des données disponibles pour justement réussir à les interpréter, les digérer dans un objectif de, bien évidemment, création de valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça permettait de poser le sujet. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais leur passer la parole les uns après les autres pour qu'ils se présentent, pour que chacun puisse vraiment identifier qui est qui sur ce plateau, et après on aura un système de questions-réponses. Je te propose de commencer, Amir Hossein. Bonjour, je suis Amir Hossein Malekzadeh, l'un des cofondateurs en fait, de Focusmatic. Focusmatic, on est une société qui crée des solutions pour améliorer le marketing et la communication au quotidien pour nos clients. En fait, on a développé une plateforme de type Big Data qui va aspirer un très gros volume de données depuis le web, les réseaux sociaux, mais aussi des données privées qui viennent de nos clients. Et sur la base de ça, on conçoit des solutions qui leur sont utiles. Et utile, ça veut dire trouver des prospects. On a plusieurs clients pour lesquels on génère des listes de prospects tous les jours qu'ils peuvent traiter. Trouver des choses utiles au quotidien, ça veut dire les aider à mettre un turbo dans leur communication digitale, à savoir à quel est le bon endroit où on pousse en fait, les messages qui nous concernent pour avoir un peu plus d'audience. Et trouver de la valeur au quotidien, c'est aussi connaître les évolutions de ce que les gens pensent de vous sur différents thèmes au quotidien. Donc voilà un peu le type de choses que l'on fait pour nos clients. On s'appuie en fait sur une technologie qui est assez nouvelle,
qui consiste à pouvoir faire de l'analytique en temps réel avec de la sémantique sur des très gros volumes de données. Voilà, mais je vais peut-être m'arrêter là. Florian. Florian Duetto, je suis le refondateur de Dataiku. Dataiku, c'est un logiciel d'analyse de données, donc un logiciel que vous pouvez installer chez vous, qui va vous aider très visuellement en fait, à préparer, canaliser et faire des prédictions sur vos gros volumes de données. En pratique, nos clients, c'est tous les travailleurs de la donnée. Donc les travailleurs de la donnée, c'est très large. Vous êtes probablement des travailleurs de la donnée. C'est les gens qui doivent manipuler au jour le jour toujours des grands fichiers Excel, récupérer des données à gauche, récupérer des données à droite pour prendre des décisions. Et nous, ce qu'on pense chez Dataiku, c'est que le travail de ces personnes évolue déjà et va évoluer dans les années à venir parce qu'ils ont des données de plus en plus grosses, parce qu'ils doivent internaliser plus de données pour faire des croisements qui créent plus de valeur, et parce qu'en fait, on va leur demander de plus en plus de ne pas prendre des décisions au cours du temps, au fur et à mesure, mais d'industrialiser des choses automatiquement via des prédictions. Et que ça change complètement finalement la manière de travailler la donnée et même de travailler au sein des entreprises. Voilà. Merci. Ludovic. Bonjour, donc je suis Ludovic Lévy chez Orange, en charge de toute l'exploration des données opérateurs. Enfin, j'entends par exploration, c'est de voir comment et quelles valeurs les données opérateurs peuvent créer à la fois au niveau des collectivités, potentiellement au niveau des entreprises. Donc je ne sais pas jusqu'où je peux... Vas-y, je t'en prie. Bon, c'est vrai que donc, depuis des années, tout le monde, de nombreux acteurs envient les opérateurs de manière générale, de par la quantité et la qualité incroyable des données que les opérateurs manipulent. Par exemple, je peux citer les données qui transitent, les données de mobilité qui transitent dans nos réseaux mobiles, les données d'usage qui transitent qui transitent via les livebox, via l'usage de la data sur ce mobile, et évidemment les données de profil que nous avons dans notre CRM. Nous gérons 230 millions de clients dans le monde qui ont autant d'usages, donc ça fait une masse extrêmement importante. Et donc mon but, mon rôle au quotidien, c'est de voir comment exposer ces données en externe, de sorte à ce qu'elles puissent créer de la valeur pour les collectivités et éventuellement les entreprises. Je veux juste élaguer le sujet de la privacy, puis après j'en parlerai plus, puisque je vais juste noter que Stéphane Richard, donc le président d'Orange, a fait 4 engagements hier autour de la protection des données personnelles, puisqu'on manipule beaucoup de données personnelles aussi chez Orange. Le premier engagement est celui de sécuriser les données de nos clients. Le deuxième, c'est de donner à nos clients le contrôle sur leurs propres données personnelles. Le troisième, c'est un engagement de transparence sur tout ce qu'on fait avec les données de nos clients, que ce soit pour des besoins internes ou des besoins externes, de collectivités par exemple. Et enfin, c'est de les aider, les accompagner au quotidien dans la protection de leur vie privée. Tout à l'heure, on parlait des cookies, ça peut être les cookies ou autres types de données. La privacy fait partie des sujets qu'on souhaiterait aborder. Si on a le temps, ça sera la dernière partie de la discussion. Le premier sujet sur lequel je vous propose de débattre autour de comment la big data peut aider les entreprises à faire mieux, finalement, c'est la notion de décisionnel. Parce qu'on commence à le voir, en fait, on parle beaucoup de données, de la taille de ces données et de leur capacité d'interprétation. Et donc, en fait, très rapidement, quand on parle de big data, on a envie de dire, OK, mais comment est-ce que vous nous aidez, finalement, à prendre les bonnes décisions ? Et en fait, chacun ici présent peut avoir une illustration de ce qu'est l'exploitation de la big data dans l'aide à la décision pour les entreprises. Je te propose de commencer par les quelques exemples dont on avait parlé tous les deux. Je pense que notamment le sujet sur comment aider des clients à trouver des prospects, ce qui je pense intéresse beaucoup d'annonceurs, s'il y a des annonceurs dans la salle, est une très bonne illustration de comment la big data peut aider à faire mieux finalement son quotidien. Merci. Alors effectivement, on travaille sur identifier des prospects et il n'y a rien de miraculeux. En fait, dans ce qu'on fait là, on reprend un vieil adage en fait, du marketing, qui est de dire qu'un client a tout un parcours en fait, avant d'acheter, avec une période où il va aller collecter des informations sur les produits qui l'intéressent, il va les évaluer, puis il y aura un processus de décision, un processus d'achat et d'évaluation post-achat. Et en fait, il y a des industries, il y a des cas, il y en a un paquet, où on va retrouver les gens, ces prospects qui vont aller se renseigner ou s'exprimer sur des réseaux sociaux ou sur le web.
ou trouver des informations sur le web. Et en fait, en reprenant ce parcours client et en le calquant sur les interactions que l'on peut avoir sur différents canaux web, on arrive à mettre en place une sorte de piège sémantique ou des moyens de capter ces flux de clients. Alors, je vais vous donner un exemple un peu tarte à la crème, mais celui qui veut construire une maison, en fait, il va typiquement sur un forum comme le forum Construire et il va dire c'est super, est-ce que quelqu'un sait, je suis nouveau, est-ce que quelqu'un sait comment on peut construire une maison passive? Et alors ça c'est un cas un peu facile, mais il y a d'autres choses un peu plus complexes. Et donc nous, on va aspirer toutes ces données-là et on va essayer de faire du sens pour identifier, par exemple, on travaille avec une des business schools en France pour trouver des prospects pour leur executive education. Donc il s'agit d'identifier des gens qui parlent de changement de carrière, des gens qui vont s'intéresser à d'autres choses que ce qu'ils font habituellement. Et du coup, on arrive à générer des listes de prospects qui sont un peu qualifiés. Ce n'est pas forcément tous ceux que vous allez pouvoir appeler, ils vont signer tout de suite. Mais du coup, on génère un flux en fait, de travail pour les commerciaux de notre client. Voilà. Juste pour avoir un ordre d'idée, mais la taille des données qui servent ensuite à arriver finalement à une liste qui peut être une liste de quelques milliers de personnes. On parle d'une très grosse volumétrie de données pour in fine restituer quelques milliers d'individus très, très captifs. Si j'ai bien compris, c'est ça dont on parle? Oui. En fait, on peut se retrouver à collecter des millions de messages tous les jours pour ne ressortir qu'une liste de dizaines de personnes par jour. Effectivement. On reviendra sur le sujet de comment est-ce qu'on digère la donnée, comment on la restitue. J'aimerais que Ludovic, qu'on puisse parler d'un des sujets qu'on avait aussi abordé, qui était justement cette capacité d'aider les entreprises à décider, la notion de zone de chalandise que tu essaies de rapprocher. Tu peux nous en dire plus? Alors déjà, on utilise les données qui transitent dans nos systèmes, dans nos infrastructures, déjà pour nos propres besoins. Ça nous aide à quoi? Ça nous aide déjà, d'une part, par exemple, anticiper les pannes que l'on peut avoir et donc résoudre la panne, quitte à informer notre client que voilà, il y a eu une panne et qu'on l'a résolue. Donc c'est être proactif vis-à-vis de nos clients. C'est analyser des usages qui nous permettent d'adapter des offres tarifaires, par exemple, lorsqu'on se rend compte que finalement tel ou tel service n'est pas utilisé de manière optimale par un client. Donc c'est peut-être lui proposer une offre plus adaptée. Et c'est de personnaliser des offres de manière générale en fonction de ce qu'il consomme sur Internet. Donc ça, c'est pour des besoins internes. Après, il y a les besoins externes, et là j'en ai deux, donc qui adressent les collectivités. Le premier, c'est un challenge, un hackathon en fait, que nous avons lancé en Côte d'Ivoire cette année. En collaboration avec le MIT et l'université de Louisiane, on a mis à disposition des sets de données, donc qui nous proviennent des données qui proviennent des antennes et qui peuvent fournir des indicateurs de présence ou de mobilité. Donc on a fourni ces données à des développeurs. On attendait à peu près 50 projets. En réponse, on en a eu plus de 250. Alors ça va du petit développeur jusqu'au labo d'IBM qui est situé à Dublin. Et il y a plein d'applications intéressantes qui sont ressorties de la modélisation en fait, de ces données. Par exemple, il y a un projet qui nous est revenu dont l'objet était de modéliser la propagation des épidémies en Afrique. C'est une application dans la santé. En analysant en fait les appels qui étaient faits entre des individus, évidemment en anonymisant, en agrégeant tout ça, on a pu en sortir des modèles qui permettent donc aux institutions liées à la santé de prévoir comment se propage une épidémie et d'aller taper au bon endroit et au bon moment. On a eu d'autres projets liés qui permettaient de modéliser, de faire des modèles, de modéliser les flux de personnes et donc d'aider les gouvernements à optimiser le déploiement des infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures d'eau ou d'électricité. Si on vient un peu plus dans l'Hexagone, là on est un peu plus dans l'opérationnel, il s'agit toujours des collectivités. Nous avons lancé, donc via Orange Business Services, c'est la seule pub que je ferai. Nous avons lancé il y a quelques mois une solution d'analytics qui s'appelle Fluvision. Fluvision en fait fournit des indicateurs de présence, des indicateurs de présence et des indicateurs de mobilité. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toutes les collectivités qui s'intéressent
au flux de voitures, au flux de personnes, et qui les aide à optimiser, par exemple, identifier les points de congestion, de trafic, de densité de trafic, pour permettre de proposer, par exemple, des solutions alternatives à la mobilité. Là, on est sur la partie sociétale. Je sais que ça te tenait à cœur. Ce n'était pas forcément celle que je voulais voir en premier. Moi, je voudrais revenir sur un des sujets. Après, je demanderai à Florian de réagir. Mais il y a un des sujets dont on a parlé, moi, que j'ai trouvé vraiment passionnant, qu'on peut appeler le chaînon manquant. C'est-à-dire que tu es assis sur une petite mine d'or, selon moi, qui est la donnée opérateur, qui aujourd'hui est la seule donnée qui permet de faire le lien en réalité entre une boîte Internet, donc ce qui se passe sur l'ordinateur ou sur le mobile sur Internet, le mobile, donc ce qui se passe en mobilité, voir ensuite ce qui peut se passer en magasin si on relie un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux, je sais qu'Orange n'a pas forcément envie de parler de ça aujourd'hui sur vos développements, mais tu m'as expliqué que d'autres que Orange, notamment des concurrents anglo-saxons, le faisaient déjà. Est-ce que tu peux nous expliciter ça, pardon. Après, j'aimerais que Florian réagisse à ce que tu dis, parce que je pense que là, il y a des activités qui convergent un peu. Alors c'est un sujet qui me passionne aussi, et effectivement on est en train d'explorer déjà, de regarder ce que font les opérateurs, notamment aux États-Unis ou en Angleterre. Et les opérateurs ont déjà commencé à exploiter ces trois sources de données dont je vous parlais, donc les données de mobilité, les données d'usage, les données de profil, pour proposer par exemple à des distributeurs de leur fournir des photographies de leur zone de chalandise. Donc c'est quoi une photographie d'une zone de chalandise? C'est être capable de dire par exemple un Carrefour, si c'était en France, combien de personnes passent dans la zone de chalandise le lundi, le mardi, le mercredi, mais aussi raisonner par tranche horaire. Mais en plus de ça, être capable de dire s'ils sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, enfin un pourcentage, donc hommes, femmes, enfin sexe, âge, sociodémo, centre d'intérêt, etc., etc. En y ajoutant de la donnée, par exemple, qui proviendrait de sources météo, en y ajoutant des données qui pourraient provenir des tickets de caisse des distributeurs, c'est ce qui est regardé déjà dans les pays anglo-saxons, et en y mettant la bonne algorithmie, les bons modèles algorithmiques au-dessus de tout ça, eh bien, on va très vite être capable de prévoir le trafic qu'on pourrait avoir en magasin dans les jours qui suivent, dans les semaines à venir, de sorte à mieux sizer les stocks de frais, par exemple, ou mieux dimensionner les équipes. Mais la rupture, donc ça c'est un premier pas, un premier exemple marketing. Mais là où on voit une vraie rupture, une vraie innovation, une vraie disruption, comme aiment dire les publicitaires, c'est un vrai changement de paradigme marketing. Jusqu'à présent, même si depuis 20 ans, on parle de la single source, on parle, les agences, le monde de la pub parle bien de parcours client, on ne le maîtrise pas vraiment jusqu'à présent, le parcours client, si ce n'est que par des modèles économétriques. La vraie rupture réside dans le switch qu'on va faire d'un modèle marketing dans lequel on réalise un mix d'audience, de silos d'audience, à un modèle marketing dans lequel on va faire un mix de parcours média, cross-channel, de parcours client, de parcours de consommateur, cross-channel. Comment? Par la capacité à réconcilier ces différentes sources de données dont je vous ai parlé il y a quelques minutes autour d'un client ou d'un segment de client unique. Je parle plutôt de segment de client. Pourquoi? Parce que si on veut utiliser la donnée à un niveau individuel, il nous faut le consentement explicite du client. Donc là, on n'est plus dans la big data du coup. Donc c'est pour ça que je parle de segments de clients agrégés. Donc d'être beaucoup plus efficace, de réaliser des économies et donc du coup de changer complètement le modèle d'attribution des médias, comme du hors-média d'ailleurs. Donc on est bien d'accord, on parle de réconcilier des données qui peuvent être des données issues d'une box, par exemple, sur lequel il y a des informations de comportement de surf, mais également de comportement de consultation de contenu vidéo ou télévisuel. On est bien d'accord. Réconcilier avec des données issues d'informations liées au mobile et donc de mobilité, et réconcilier ensuite avec des données magasins, tu as évoqué les caisses. Là, je pense qu'on est au cœur du sujet de la big data, parce que là, tu es en train d'évoquer juste une volumétrie conséquente.
Tu as évoqué notamment un autre mot qu'on a prononcé pour la première fois. Je pense qu'on a mis à peu près un quart d'heure à le prononcer. C'est un record quand on parle de big data. C'est le mot algorithme. Donc juste au bout d'un quart d'heure le prononcer, je pense que c'est bien, ce qui prouve qu'on a essayé de rentrer par la création de valeur. Et là, je voudrais faire réagir Florian, parce que c'est un sujet, je pense, sur lequel tu aurais des choses à dire. C'est de dire, est-ce que l'ensemble de ces données, pour toi, te paraissent intéressantes, bien évidemment, je pense, à récupérer, mais comment est-ce que de ces données aujourd'hui disponibles, qu'on arriverait probablement à concilier, comment est-ce qu'on peut arriver à une aide à la décision, je reviens sur mon schéma de départ, finalement simple et digeste pour une entreprise qui, bien évidemment, ne peut pas passer et investir un temps monumental dans la capacité de prédigestion de ces données, et on doit restituer quelque chose de finalement proche de la décision de l'entreprise. Je crois que c'est un des sujets sur lesquels tu interviens. Oui, tout à fait. L'aide à la décision, c'est quand même pas un sujet très, très, très nouveau. Ça date d'il y a au moins quelques dizaines d'années. Peut-être que je n'étais même pas né à cette époque-là. Et ce qui change fondamentalement, pour prendre un exemple concret de nos jours, c'est, prenons un exemple. Je fais une application mobile, je lance une campagne marketing pour cette application, 50 000 euros, 100 000 euros. Et au bout d'un jour, j'ai déjà cramé 5 000 euros sur ma campagne. Qu'est-ce que je fais ? Dans l'univers du décisionnel traditionnel, en fait, je vais avoir différents reports, regarder l'historique de ma campagne, regarder les courbes, et utilisant une technologie très poussée comme la règle de 3 ou le doigt mouillé, je vais décider potentiellement d'arrêter ou pas. Et aussi mon expérience, parce que j'ai potentiellement une grande expérience dans ça, dans le fait de décider ou pas d'arrêter une campagne si jamais j'ai l'impression que j'ai fait venir des gens dans mon application, mais qui ne vont jamais devenir des utilisateurs payants de mon application. L'utilisation pratique des technologies Big Data, c'est le fait qu'on va pouvoir utiliser finalement la donnée d'historique de tout mon historique d'utilisateur au niveau granulaire pour comprendre qui sont les gens qui viennent dans mon application, comment ils réagissent dans cette application, combien j'ai payé pour chacun, pour savoir si oui ou non j'ai envie de continuer cette campagne, l'arrêter ou l'amender. Et ce qui est très important là-dedans, c'est que ça change ma manière de travailler la donnée et même de prendre des décisions et même de mon rapport à la décision. Ce n'est pas forcément moi qui prends la décision, parce qu'à la fin, c'est en effet un algorithme qui va me donner un score, une prévision, quelque chose qu'il va falloir que je comprenne et que j'admette, ou que j'essaye de comprendre un peu mieux, pour comprendre pourquoi des fois j'ai une campagne qui a fonctionné ou pas, effectivement. Et ça c'est ça qui change fondamentalement le rapport potentiellement de l'homme à la donnée, en fait, pour lancer une campagne marketing pour une application mobile. J'entends le côté, donc la décision, l'aide à la décision, c'est pas quelque chose de nouveau, ça j'entends, je suis ravi de l'entendre. Le point que tu évoques là sous-entend un deuxième sujet que je vais essayer de lancer en rebondissant sur ce que tu dis, qui est la notion de temps réel, même si celle-ci aussi est un peu galvaudée en ce moment, mais souvent quand on parle de big data, on lui accole cette capacité de pouvoir réagir en temps réel pour pouvoir être plus réactif quant à la situation, une analyse ou des performances données. Est-ce que, dans ce que tu dis, il y a une notion de temps réel ? Est-ce que tu penses que la big data nous emmène vers de plus en plus de temps réel ? Quel est ton point de vue, du coup, sur le sujet ? En effet, il y a une question, quand on vise à mettre en place ces analyses de données, de savoir sur quel espace de temps on travaille. Est-ce que j'ai envie de prendre des décisions à l'échelle du mois, à l'échelle de la journée, ou à l'échelle, finalement, de la minute ? De plus en plus, on a envie, pour certains cas, de prendre une décision, d'afficher une offre à un client, par exemple, au niveau de la minute, c'est-à-dire en prenant en compte ce qu'il a fait dans la minute précédente, et pas juste le mois précédent ou la semaine précédente. Et c'est là qu'intervient le big data, le real time, en fait, dans le big data. Et l'aspect aussi qui est important dans ça, c'est qu'au fait, on change, quand on fait ça, potentiellement de technologie et de manière de travailler sa modélisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un univers dans lequel il y a quelqu'un en back-office qui va faire un modèle et qui va rester en ligne comme ça pendant quelques mois à tourner. On est dans un univers dans lequel en fait, on va faire des scores, faire des calculs en temps réel. Et c'est un univers de production dans lequel il faut être toujours en ligne. C'est du 24/7, quoi. Et la question derrière ça, c'est est-ce que les gens que j'ai dans mon entreprise qui opèrent la donnée sont prêts pour le prime time, en fait ? J'ai des amis dans la publicité qui me disaient, avant ils faisaient du trading, donc c'est quand même un univers assez stressant, ils disaient le trading en fait c'est super simple, parce qu'en fait le week-end on peut dormir. Et voilà, et alors quand on est en ligne en fait, potentiellement on est 24/7, comme parfois à la télé, et ça change finalement la manière de travailler la donnée. Alors tout le monde ne va pas dans ces extrémités-là, mais en même temps, travailler un modèle back-office et travailler quelque chose qui est prêt pour le temps réel, c'est plus le même métier en effet. Je partage bien évidemment ce que tu viens de dire sur le dernier point, qui est de dire que donc la big data nous aide à prendre de meilleures décisions, on est plus intelligent, on arrive à digérer l'information. En même temps, on a une information beaucoup plus temps réel,
qui nous permettrait aussi d'intervenir beaucoup plus rapidement sur toutes les opérations marketing, si on parle que de marketing. Mais est-ce que l'entreprise est prête aujourd'hui à faire du temps réel? Est-ce qu'il y existe aujourd'hui vraiment des entreprises qui sont capables de faire du temps réel? Et en ayant cette discussion, parce que ça faisait partie des sujets qu'on avait abordés, Amir Hossein m'a cité un exemple qui était très intéressant, c'est de dire, mais oui, il y a déjà des systèmes, il y a déjà des services dans l'entreprise qui sont en fait en temps réel. Si tu peux expliciter peut-être. Oui, pardon. En fait, nous, on est, juste pour info, donc nous, on est une plateforme temps réel. On est fait de la big data temps réel. Donc, on a essayé de trouver des applications temps réel. Et assez naturellement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le client qui allait changer, forcément. C'était plutôt nous qui allions trouver des clients temps réel. Et dans les entreprises, il y a déjà des gens qui sont en temps réel. Il y a les commerciaux. Parce que quand ils ont un prospect, il faut qu'ils aillent le chercher tout de suite. Et puis, il y a les gens qui sont dans la communication et les RP qui, pareil, sont en continu en train de réfléchir à comment les choses se propagent. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur les applications où on aide les communicants à avoir un impact plus fort. Donc s'il y a par exemple un article ou un tweet qui les intéresse et qu'ils veulent repousser à des gens, on leur pousse en temps réel et eux ils vont réagir dessus, ils vont le retransmettre en temps réel. Et c'est pareil pour les listes de prospects dont on parlait tout à l'heure. Le prospect qui est intéressé par un produit, il est peut-être intéressé aujourd'hui et pas demain. Et donc, de la même manière, en fait, ce qu'on identifie, on peut le pousser en temps réel pour que les commerciaux ou les systèmes commerciaux, les CRM ou les systèmes de type Salesforce puissent l'intégrer et le travailler instantanément. Donc les services commerciaux sont en temps réel, peut-être plus que les services marketing, c'est ce que je t'entends? Ah oui. Oui, en fait, notre point de départ était de se dire qu'il y avait des choses à faire en temps réel pour le marketing. Et on a vu que c'était plus compliqué que les marketeurs, en tout cas ceux qu'on avait abordés, n'allaient pas suivre les campagnes de communication en temps réel. Parce que une des idées qu'on avait était un peu liée à ce dont tu parlais. On lance une campagne virale, on essaie de voir ce qu'on a dépensé, donc on récupère les données de cette dépense, on regarde ce qu'on a comme impact et on essaye de réajuster. Et finalement, les annonceurs qu'on a vus n'étaient pas dans cette logique-là et leurs agences pas toujours non plus. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que je ne voudrais pas qu'on paraisse comme des défenseurs absolus du temps réel. Ça peut être une valeur, mais il y a aussi un risque dans le temps réel, et j'ouvre entre guillemets la question, même si je pense que Ludo peut avoir un avis assez rapide sur le sujet que je vais aborder là. Le problème, c'est que quand on parle de marketing ou de publicité, si on doit descendre d'un cran, pardon, le temps réel n'est pas toujours facile à appréhender, puisque juste rappeler quelques règles simples, avant de devenir consommateur pour une marque, il faut connaître cette marque, aimer cette marque aussi, ou du moins ne pas la détester, et ensuite la trouver et l'acheter. Comment est-ce qu'on peut, à partir de la big data, s'il y a une possibilité, 3 minutes, merci, est-ce que selon vous, ma question ouverte pour terminer, merci Pierre, 3 secondes, d'accord. Est-ce que selon vous, cette notion de temps réel peut être aussi cohérente dans l'analyse d'une campagne de communication qu'on pourrait appeler branding, comme le marché l'appelle aujourd'hui, donc une campagne de communication de marque, parce que là, pour le coup, le temps réel, comment est-ce qu'on évalue en temps réel la performance de ce type de choses, de ce type de campagne, quand on sait que c'est peut-être un process sur 3 mois avant de finalement devenir consommateur de cette marque? L'efficacité d'un plan média repose à la fois sur le choix des médias, mais aussi sur le choix des messages qui, eux, vont impacter tout ce que la manière dont les gens vont connaître la marque ou aimer la marque. Et on ne peut pas changer, c'est assez facile de changer des dispositifs médias, des choix médias, si tant est qu'ils soient digitalisés. Autant changer une stratégie de contenu, puisque la marque est porteuse de contenu, ça ne peut pas se faire en temps réel. Il y a quand même un travail de réflexion. Alors, sauf si c'est préparé, il y a différents scénarios de créa qui sont préparés. Mais bon, c'est difficilement envisageable. En général, pour installer une marque, il y a toute une stratégie qui est élaborée en amont. On est plus dans la stratégie que dans le tactique, en fait. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, par temps réel, on pense au rythme du business. Donc, ce n'est pas toujours à la microseconde. Mais cela dit, je pense que c'est important de suivre une campagne, même s'il y a une question de marque qui se construit, parce qu'il peut se passer des choses qui vous embêtent. Alors, vous ne voulez pas toujours réagir. Typiquement, les marques de luxe ne réagissent pas instantanément. Mais on suivait pas mal de marques de luxe à une époque. Et Chanel avait lancé, c'était l'année dernière, une nouvelle pub pour Chanel numéro 5 avec Brad Pitt. Et ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux instantanément. Et donc, il y avait un impact hyper négatif. Donc, même si on ne suit pas, peut-être on ne réagit pas complètement à la campagne en temps réel, parce que le plan se fait à moyen long terme,
il y a quand même parfois des réactions qu'il faut avoir instantanément, parce que là, ça se passait plutôt mal. Alors je veux préciser la perche que j'ai tendue, parce que Florian va peut-être réagir là-dessus. Je suis déçu, parce qu'encore une fois, ça va faire une demi-heure qu'on parle, et on n'a pas encore entendu un mot qu'on emploie souvent, qui est le prédictif, quand on parle de Big Data. Et en fait, peut-être qu'il y a une piste ou pas. Je ne sais pas quel est le point de vue de Florian sur est-ce que le prédictif peut être une voie à partir de la Big Data pour extrapoler des performances d'une campagne ou autre chose. Tout à fait. Enfin, dans l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, on utilise effectivement les technologies prédictives pour prédire ce qui va arriver de ma campagne et des utilisateurs que j'ai acquis dès le premier jour et pas en attendant 7 jours. Et pour finir sur le temps réel, moi j'y crois beaucoup sur l'aspect marque. Par exemple, ici je vois les tweets qui sont passés en temps réel pendant notre discours et ça m'a permis d'adapter ce que je disais en fait. Tu n'as pas eu de café par contre, hein. J'ai pas eu de café par contre. Donc, Ok, je vais arrêter parce que sinon Pierre va nous sortir de la piste. Je voudrais juste terminer sur une chose pour essayer d'être un peu moins caricatural par rapport à mon ouverture. Essayons de faire la part des choses entre les systèmes de mode ou les communications de mode autour des mots qui paraissent très innovants comme la big data et le real time, etc. Parce que je pense qu'il y a des réalités d'innovation derrière et de création de valeur qui sont très fortes. On a évoqué quelques éléments, le chaînon manquant que j'évoquais sur les données opérateurs, le prédictif, on ne sait pas si vraiment ou pas ça va être quelque chose, mais en tout cas ça vaut le coup d'observer, l'observation en temps réel de tout ce qui se raconte bien évidemment. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être structurantes, il faut juste essayer de faire un peu la part des choses entre le conjoncturel et le structurel. Vous l'aurez compris, mon point de vue est de dire qu'il y a une création de valeur sur les 10 ans qui viennent très importante avec cette notion de big data. Eh bien, merci Franck, merci messieurs. On se retrouve après la pause à 16h10. Donc, on se retrouve à 16h10 et on va parler d'objets connectés. Et les objets connectés ont-ils une utilisation marketing? Voilà, merci.